Moi, je m'appelle Emmanuelle Javot, je viens de bien loin. Liège, c'est en Belgique. Ma spécialité, c'est l'étude de l'évolution pendant les 4 premiers milliards d'années. Et je suis micropaléontologue, donc ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'essayer de retrouver des traces de vie anciennes, des microfossiles, principalement dans des milieux terrigènes, donc un type de roche particulier. Je ne sais pas très bien quel est votre background, s'il y a beaucoup de géologues dans la salle ou pas. Les roches siliciclastiques sont des roches qui sont formées par des petits morceaux de roches préexistantes, un peu dans des milieux un peu comme dans la mer du Nord, par exemple, ou ce genre de choses. Et donc, pour résumer en très très bref mon parcours, je suis biologiste et puis j'ai fait un doctorat en géologie. Et donc, j'aime bien mélanger les deux. Voilà. Donc, l'exposé que je vais faire ce matin a 2 parties. On m'a demandé de dire ce que c'était un fossile. Donc, je vais vous dire ça de façon assez simple, sûrement trop simple. Alors, pour tout ce qui est compliqué, vous irez voir Karim qui suivra après pour la deuxième partie. Et puis après, je vous ferai un petit résumé de ce qu'on sait de l'évolution de la vie au Précambrien, quels outils on utilise, dont les fossiles, et quelques exemples des grandes étapes. Je ne vous montrerai pas toutes les traces de vie qui ont été découvertes. Je vous parlerai un petit peu des controverses, mais en résumé, évidemment. Ça va sûrement déjà être trop long pour le temps que j'ai. Alors, on va commencer d'abord avec les modes de fossilisation. Alors, c'est quoi un fossile ? Un fossile, c'est le reste d'un être qui a été vivant. Ça peut être aussi bien un dinosaure qu'une bactérie. Donc, il y a vraiment différentes échelles dans les fossiles, l'échelle macroscopique ou microscopique. Et ce fossile, il doit être préservé après sa mort par enfouissement dans un sédiment. Donc, en général, on cherche des fossiles dans les roches sédimentaires. Alors, j'ai mis entre parenthèses, attention, métamorphique, magmatique. Vous savez tout ce que c'est une roche métamorphique, une roche magmatique. On vous en a parlé un de ces cours, j'imagine. On peut trouver des fossiles préservés dans des roches métamorphiques, donc des roches qui ont été cuites et compressées jusqu'à une certaine température, un certain type de pression. Et dans les roches magmatiques, comme les laves par exemple, certaines personnes ont décrit des figures de dissolution qui seraient microbiennes. Donc, roches sédimentaires, c'est un peu limité comme endroit où chercher des fossiles. Enfin, en général, on les cherche dans les roches sédimentaires. Donc, vous voyez ici des exemples de fossiles très très différents. Ici, on a des communautés microbiennes, une abeille, un grand tronc d'arbre. Donc, de nouveau, la fossilisation, ça se passe vraiment... Ça affecte des organismes de tailles très différentes et ça peut se passer vraiment à des échelles très différentes. On peut voir ça. Alors, la fossilisation, c'est quelque chose d'extraordinaire, de rare, par rapport à tout ce qui a déjà existé dans la nature depuis l'origine de la vie. Il faut vraiment des conditions très spéciales pour qu'un organisme ou une partie de cet organisme soit préservée. Donc, on a un très grand biais, lorsqu'on étudie des fossiles, sur la vraie diversité qui existait. Alors, pour faire très simple, un organisme, voilà par exemple une espèce de coquillage, a des tissus mous et des tissus durs. Les parties dures sont minéralisées, les parties molles, c'est de la matière organique, qui peut être une seule cellule bactérienne, ou ici les tissus d'un coquillage, vous pouvez voir ça aussi à l'échelle du dinosaure. En général, en trait général, tout ce qui est matière organique, tout ce qui est mou est moins préservable que ce qui est dur. C'est vraiment une généralité très simplifiée. Alors ça, c'est embêtant parce que beaucoup d'organismes n'ont pas un squelette dur. Beaucoup d'organismes sont mous, comme certaines plantes, les vers de terre, les méduses, tout ce genre d'organismes, des protistes, des bactéries. Et donc ça veut dire que tout ça va être difficilement préservable. Ça arrive, on va le voir, mais c'est moins facile de préserver de la matière organique que des parties minéralisées. Alors, parmi les organismes qui ont un squelette, on peut avoir également différentes compositions de ce squelette. On peut avoir des squelettes en carbonate de calcium. Là, de nouveau, on a différents types de minéraux qui existent, en silice, en chitine, en phosphate. Donc, il y a toute une série de minéraux qui vont construire le squelette des organismes et qui ont des potentiels de préservation différents, que l'on va voir également. Donc, la fossilisation de la matière organique, c'est très rare lorsqu'on regarde tout ce qui a déjà existé. Ça veut dire que on va avoir un biais dans la fossilisation, on va avoir plus
d'organismes minéralisés qui vont être préservés que d'organismes mous. Il faut en tenir compte lorsqu'on étudie les assemblages fossiles. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la fossilisation? Lorsqu'un organisme meurt, il faut qu'il soit enfoui dans un sédiment pour être protégé. Les organismes qui sont enfouis dans un milieu, dans un bassin de sédimentation, soit des océans, soit des lacs, vont être recouverts de vase ou de boue et auront plus de chances d'être préservés que les organismes qui vivent à la surface d'un milieu terrestre. Si on a une carcasse de dinosaure qui pourrit, qui meurt et qui pourrit à la surface d'une prairie, par exemple, il va se faire manger par d'autres organismes. La matière organique va être oxydée, il aura beaucoup moins de chances d'être préservé que s'il tombe dans une rivière il est recouvert rapidement par de la boue ou dans un lac ou quoi que ce soit. Donc de nouveau, on a un biais ici. Donc les organismes aquatiques ou qui sont tombés par accident dans l'eau ou dans un bassin sédimentaire sont mieux préservés, ont plus de chances d'être préservés que les organismes qui vivent à la surface de la Terre. Alors ces organismes, avant d'être enfouis, peuvent être transportés, peuvent être brisés. Donc ce qu'on va retrouver comme reste de cet organisme ne représente pas nécessairement l'organisme dans son état originel. C'est aussi quelque chose dont il faut tenir compte. Alors lorsque cet organisme est enfoui dans un sédiment, il y a toute une série de phénomènes qui vont jouer, qu'on va voir de façon très simplifiée. Mais une des activités qui peut se passer dans ce sédiment, c'est ce qu'on appelle la bioturbation. Donc c'est le fait que d'autres organismes vont faire des terriers, vont creuser ce sédiment, vont amener de l'oxygène dans ce sédiment, qui va de nouveau détruire cet organisme, ce fossile en formation, détruire simplement mécaniquement ou simplement en amenant de l'oxygène dans les sédiments et en oxydant la matière organique de cet organisme. Donc vous voyez que ce n'est pas facile de faire un fossile. Alors une fois qu'on a notre cadavre, entre guillemets, cadavre c'est aussi bien une cellule bactérienne qu'un dinosaure, on a donc ce cadavre qui est enfoui dans un sédiment, on a d'abord toute une communauté bactérienne qui va commencer à le dégrader en milieu oxygéné. Il y a toujours de l'oxygène dans ce sédiment. Alors là, c'est ce qu'on appelle l'hydrolyse. Cette décomposition peut être plus ou moins importante suivant toute une série de facteurs. Si on a un taux de sédimentation élevé, ça veut dire qu'on a des petites particules de sédiment qui vont recouvrir assez rapidement ce cadavre, entre guillemets. On va avoir plus de chances de l'enfouir rapidement, de le protéger de l'oxydation par l'oxygène qui se trouve dans l'environnement. On a également une interaction entre la matière organique et de fines particules minérales qui peuvent se coller à la matière organique et empêcher de nouveau cette hydrolyse, cette oxydation de la matière organique. Plus le sédiment est compacté, moins il y a de risques d'interaction entre les fluides qui se trouvent dans les pores de sédiment et la matière organique. Donc on limite de nouveau l'attaque, l'interaction avec ces fluides. Et certains organismes ont une composition de base qui les rend résistants à cette attaque bactérienne, par exemple des spores de plantes, des acritarches. Les acritarches, ce sont des micro-organismes à parois organiques et affinités biologiques inconnues, donc c'est leur définition, on ne sait pas ce que c'est, mais je vais vous en reparler tout à l'heure lorsqu'on parlera du précambrien. Certaines plantes aussi, donc il y a des organismes qui sont au départ résistants à ces dégradations bactériennes et qui sont bien préservés dans des sédiments. Ils vont former d'ailleurs ce qu'on appelle le kérogène, donc la matière organique qui est récalcitrante. Donc on a toute une décomposition en milieu aérobie, et puis lorsqu'on est en milieu anoxique, on a de nouveau un consortium de micro-organismes, des bactéries et des archées, donc des prokaryotes, qui vont effectuer leur métabolisme et qui vont continuer à dégrader cette matière organique. Alors soit la décomposition est complète et finalement des macromolécules complexes sont transformées en CO2 et en méthane, en gaz, donc on n'a plus rien. Soit des tapis microbiens vont recouvrir les cadavres et vont les protéger finalement d'une dégradation ultérieure. Donc vous voyez que la dégradation microbienne peut avoir un effet négatif, on peut arriver jusqu'à transformer des macromolécules en gaz, ou peut avoir un effet aussi protecteur et
permet de protéger le fossile ou parfois de le remplacer par des minéraux qui copient exactement le fossile. Et ça, peut-être que Karim vous en parlera plus en détail. Alors pour ce qui est minéralisé, tous les minéraux qui se trouvent dans l'eau, dans la vase qui a enfoui cet organisme peuvent imprégner ces parties minéralisées et les préserver très très bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors voilà, en résumé, on ne va pas entrer dans le détail de tout ça, c'est juste pour vous montrer que la fossilisation, c'est vraiment un phénomène assez complexe. Et pour la préservation de la matière organique, on part de macromolécules assez complexes qui forment les tissus mous de l'organisme ou une cellule et qui vont être hydrolysées ou pas suivant leur composition de départ. Donc il y a certains micro-organismes ou même des plantes qui ne sont pas dégradées, qui vont former la partie récalcitrante de la matière organique, le kérogène. D'autres, la plupart, vont être hydrolysées par des bactéries en milieu aérobie, donc former des molécules plus petites qui vont, elles, de nouveau être décomposées en milieu anaérobie, cette fois-ci en molécules plus petites, et ainsi de suite. Et finalement, si on arrive jusqu'au bout de la chaîne de dégradation, on arrive à du gaz et on n'a plus rien du tout. Donc tout ça se fait par des communautés microbiennes et avec des interactions très très complexes. Emmanuel, juste un commentaire. En fait, bon, c'est un détail, mais il manque peut-être une flèche où... Parce que là, en fait, on voit que c'est une simplification un peu de la matière organique progressive au cours de cette dégradation. En fait, il existe aussi des flèches qui recomplexifient la matière organique un peu parfois. C'est-à-dire que les oligomères, monomères, parfois réagissent entre eux. Et on reforme en fait des molécules qui sont d'ailleurs moins bien dégradées, donc qui re-rentrent dans le kérogène. C'est vrai. Donc dans le kérogène, à la fin, on n'a pas forcément que des restes de molécules initiales. On a aussi des molécules qui sont formées secondairement. Et qui, voilà, et donc quand on les interprète, il faut faire attention à ça. Tout à fait, oui. Donc il faut ajouter une flèche ici. Et c'est vrai que le kérogène, c'est une espèce de grosse molécule complexe qui est faite de petits bouts d'autres molécules, et pas nécessairement, comme tu dis, de la paroi originale de certains organismes. Donc c'est beaucoup plus complexe que ceci. Retenez, c'est ça le message, c'est complexe. Alors, comment on peut fossiliser quand même cette matière organique, vu que tout ce consortium de micro-organismes essaie de la détruire si elle n'est pas mangée avant par des prédateurs, etc. Il y a quelques cas quelques façons de préserver ces matières organiques de façon d'une très bonne façon. Enfin, bon, ça, vous allez voir. Un des premiers cas, c'est ce qu'on appelle la carbonification. Donc là, on a un organisme qui est rapidement enfoui dans le sédiment et puis qui est préservé, aplati en 2 dimensions à la surface d'un banc de roche. Tout ce qui est volatile va être éliminé, donc tout ce qui est hydrogène, oxygène, azote, et on n'aura plus qu'un mince film de carbone en forme de l'organisme aplati à la surface des roches. Alors ça, c'est traditionnellement la façon de préserver des fossiles de fougères, vous avez sûrement tous déjà vu ça, ou par exemple la faune du Burgess Shale, où on a des animaux qui sont très bien préservés. Donc vous voyez ici différents types de compressions carbonées, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc vous pouvez avoir des animaux comme ça, une espèce de trilobite, mais vous pouvez aussi avoir des formes, donc ceci ça a 1,9 milliard d'années, donc des formes spiralées qui ont été interprétées comme peut-être des algues eucaryotes, mais bon peut-être, ou des espèces de grandes saucisses comme ça, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est macroscopique, qui date du néoprotérozoïque, ou encore d'autres formes comme ceci. Alors il existe des sites de préservation exceptionnels qu'on appelle les Lagerstätten, on en a dans toute l'échelle géologique, quelques-uns. Donc ce sont des fenêtres sur des environnements passés où les organismes ont été très très bien préservés par différents moyens. Je vais vous montrer quelques exemples ici. Et donc le Burgess Shale, c'est un de ces Lagerstätten où les organismes sont préservés en compression carbonée, mais où on a même des tissus mous très bien préservés. Par exemple, ici vous avez un ver avec tous ces muscles qui ont été préservés. Vous avez ici un trilobite, là vous avez une éponge. Il y a toutes sortes d'organismes qui sont très très bien préservés. Alors ils ont été préservés de différentes façons. Bien souvent, plusieurs modes de fossilisation vont intervenir dans un de ces Lagerstätten. Ici, on a une faune qui vivait sur une petite plateforme en milieu marin et qui a été enfouie très rapidement par un glissement de terrain dans de la boue anoxique. Les organismes ont été aplatis et préservés sous forme de films en 2 dimensions. Certains ont été aussi recouverts de voiles microbiens qui ont aidé à préserver cette matière organique.
Alors, deuxième façon de préserver la matière organique, la perminéralisation. Ça permet une préservation très très bonne des organismes en 3 dimensions. Il faut que ça se passe rapidement après la mort. Et donc, on a remplacement de la matière organique ou imprégnation de la matière organique par des fluides riches en minéraux. Alors, ces minéraux, ça peut être de la silice. On peut avoir ce qu'on appelle la phosphatisation si le phosphate va remplacer les tissus mous, ou de la pyritisation si c'est de la pyrite qui remplace les tissus mous ou les tissus ou les squelettes. Alors, dans les phénomènes de phosphatisation et pyritisation, il y a également des communautés microbiennes qui vont intervenir et qui vont, par leur métabolisme, remplacer les tissus mous et en faire une copie exacte. Donc, on a différents modes de préservation au sein de cette perminéralisation. On voit quelques exemples. Ici, dans la formation d'Ushanto, qui se trouve en Chine, qui date de 600 millions d'années, on a des préservations très exceptionnelles également d'organismes, où là, tout ce qui est tissu mou, matière organique, a été remplacé par du phosphate. Sans doute aidé par des bactéries, mais ce n'est pas très bien compris. Donc, vous voyez à nouveau un de ces acritarches, qui est très bien préservé en 3 dimensions. Là, vous le voyez en coupe dans la roche, dans les phosphorites, et là, vous le voyez dégagé. Dans les schertes, classiquement, on va trouver des très belles préservations de cellules aussi. On peut avoir des grosses cellules, de nouveau en acritarche, donc une vésicule ici eucaryote, elle est décorée d'appendices. Je vous reparlerai tout à l'heure de comment on fait pour voir la différence entre un eucaryote ou un prokaryote quand on a affaire à des fossiles. Et on peut avoir des colonies de cyanobactéries ici très bien préservées, avec même une zone plus foncée à la surface qui est interprétée comme une zone pigmentée. Donc ceci, ça se trouve dans des stromatolites qui ont été silicifiés très rapidement. Voilà, dans des zoolites, dans des carbonates, des cellules très bien préservées, on voit très bien comment elles se divisent, et la façon dont elles se divisent, la morphologie a permis de les comparer à des cyanobactéries actuelles. Donc ça date de 2 milliards 100 millions d'années, et ceci de 800 ou 900 millions d'années. La pyritisation, donc là, c'est la pyrite qui va préserver des tissus mous ou des squelettes. Vous voyez ici un trilobite, on a sa coquille en calcite qui est préservée, mais aussi tous les appendices qui sont très très bien préservés. Si on coupe ça en tranches, on ne reverra plus l'ultrastructure bien préservée de ces tissus, mais on verra que tout le tissu était copié par la pyrite. Ici, on a une ammonite qui est pyritisée également, donc vous voyez, ça affecte aussi bien les parties minérales que les tissus mous. Lorsque on s'intéresse au bois fossilisé, le bois peut être préservé aussi de différentes façons. Ici, un tronc d'arbre a été silicifié. Vous avez peut-être déjà vu dans des magasins, on peut acheter des très belles tranches de bois fossilisé, mais souvent elles sont silicifiées. Voilà ce que ça donne. Le bois peut aussi être préservé par carbonification. Donc là, on a finalement un enrichissement relatif en carbone, puisque tout ce qui est hydrogène, oxygène est éliminé, et on a finalement du charbon, où parfois l'ultrastructure est très très bien préservée lorsqu'on les étudie en détail. Alors, les tissus donc, peuvent être remplacés complètement par des minéraux. Dans ce cas-ci, on a ce qui a été décrit comme une bactérie qui est complètement... Il n'y a plus du tout de matière organique là-dedans, il y a juste de la silice. Et il faut définir des critères parfois pas faciles pour pouvoir distinguer ceci d'un objet qui serait non biologique, mais on en parlera tout à l'heure. Lorsqu'on a des communautés microbiennes, on peut avoir aussi une préservation par moulage, par des minéraux. Donc ici, vous avez dans un milieu hydrothermal, donc des sources d'eau chaude, comme dans le parc du Yellowstone par exemple, vous pouvez avoir une communauté microbienne qui est complètement recouverte de silice. On n'a plus de matière organique, mais on a un moulage des cellules qu'on voit très bien ici, et on a un moulage qui est creux. Vous voyez que la silice a complètement couvert les parois qui ont disparu, et on retrouve toute cette communauté. On peut avoir la même chose par des oxydes de fer. Ici, on se trouve dans le Rio Tinto, une rivière en Espagne où le pH est très acide, un pH de 1 environ, et où se déposent beaucoup d'oxydes de fer. Et les oxydes de fer vont vraiment mouler ce tapis. Alors de nouveau, pour dire que ça, c'est vraiment d'origine biologique et pas une pure précipitation chimique, il faut définir toute une série de critères pour pouvoir distinguer les deux. Ce n'est pas toujours facile.
Alors, troisième cas pour préserver la matière organique, on peut simplement inclure un organisme dans un milieu qui va le protéger très rapidement, par exemple dans la glace. Vous avez déjà entendu parler des mammouths fossilisés en Sibérie. Bon, on peut avoir des bactéries aussi, pas seulement des grosses choses. Dans l'ambre, on a tous vu Jurassic Park, hein, avec un moustique dans la résine des arbres, mais il n'y a pas que des animaux qui peuvent être préservés ou des insectes, il y a aussi des protistes, des bactéries qu'on a découvertes dans l'ambre. Évidemment, pour la glace et l'ambre, c'est des fossilisations assez récentes. Dans le pétrole, on peut également trouver des organismes préservés, dans le sel aussi, dans des évaporites, donc des minéraux qui précipitent par évaporation d'une solution très, très riche, et dans des boues fines anoxiques, dans des shales par exemple, ce qu'on appelle des shales, on peut préserver des organismes pratiquement intacts, où ils sont donc protégés de l'oxygène, de l'oxydation et de la dégradation microbienne. Donc voilà un exemple d'ambre avec une mouche. Voilà de nouveau un acritarche préservé dans des boues fines anoxiques. Il est fait d'une matière récalcitrante qui lui permet de résister et d'être très bien préservé, avec un peu de modification bien sûr. Voilà un autre Lagerstätten en Allemagne qui date du tertiaire, où là on a un dépôt dans des lacs. On a de fines couches, ce qu'on appelle des varves, des sédiments, qui se déposent de façon saisonnière dans des lacs, des boues très fines anoxiques, et on a une magnifique préservation. Vous voyez ici une abeille vraiment très, très bien préservée. Alors, un autre cas de préservation de la matière organique, c'est le moulage de tissus mous, où là, on n'aura que l'empreinte des organismes qui va être préservée. Donc, on n'a plus du tout de matière organique ou de matière organique remplacée par des minéraux. On a vraiment uniquement l'empreinte des tissus mous. Et ça, c'est le cas de la célèbre faune des Diacara, qui est aussi un Lagerstätten, où on a des corps mous qui peuvent être macroscopiques et qui sont préservés dans des grès. Donc le sable transformé en grès. Et on a cette préservation de tissus et d'organismes entiers, parfois avec l'aide de voiles microbiens également. Alors voilà un autre Lagerstätten dans le Carbonifère. Donc vous voyez que ces phénomènes de préservation, on peut les documenter dans toute l'échelle géologique. Ici, on a des nodules carbonatés avec des empreintes de plantes ou d'ailes d'insectes très, très bien préservées. Donc tout ça, je vous explique tous ces phénomènes à une échelle assez macroscopique. Bon, maintenant, il faut regarder ce qui se passe vraiment à l'échelle nano, hein, vraiment à l'échelle du contact entre la paroi d'une cellule et l'interaction avec les minéraux, par exemple. Et ça, je pense que Karim va en parler. Enfin, je lui refile le sujet. Je vous conseille aussi un bouquin, je l'ai amené pour vous le montrer, mais je ne vous le laisserai pas, parce que j'en ai besoin. Donc de Kurt Konauser, où tout est détaillé à ce sujet. Il y a également, une autre année, on a eu un exposé par Daniel Fortin qui était vraiment très bien, qui parlait de biominéralisation par des micro-organismes. Et ici, je vous dis simplement que cette biominéralisation, donc la précipitation de minéraux sur des parois ou des filaments bactériens ou des organismes plus macroscopiques, peut être faite de façon passive ou active, mais bon, je laisse ce détail à Karim. Alors, un phénomène qui va aussi influencer la préservation, c'est ce qu'on appelle le métamorphisme. Donc, c'est tout ce que c'est. Hein. Plus les sédiments s'empilent les uns sur les autres, plus les couches de sédiments vont être soumises à une pression importante et vont s'enfoncer vers l'intérieur de la Terre. Et donc, plus on s'enfonce, plus la température augmente, la pression augmente. Tout ça va écraser ces sédiments qui se transforment en roches et les fossiles qui contiennent. C'est ce qu'on appelle le métamorphisme, donc l'augmentation de pression-température avec la profondeur. Si en plus ces couches de roches subissent une orogenèse, hein, on a collision entre plaques de la croûte terrestre qui vont former des chaînes de montagnes par exemple, on a des pressions énormes, des températures énormes, tout ça va augmenter le métamorphisme et va dégrader les fossiles qui sont contenus dans la roche jusqu'à un certain point où les fossiles ne seront plus reconnaissables du tout. Alors ça peut être aussi un outil intéressant pour les paléontologues, ce métamorphisme. Ici, vous voyez des couleurs de spores de plantes, par exemple, ou d'acritarches ou d'autres organismes à part organiques. Et on voit qu'ils changent de couleur suivant les degrés du métamorphisme. Donc vous voyez, on passe d'une cellule jaune, par exemple, à une cellule toute noire. Et cette couleur, on a fait la relation entre la couleur de cette paroi organique et la température à laquelle elles ont été soumises. Et c'est un outil qui est utilisé par les pétroliers pour
savoir quand la matière organique a atteint la maturité qu'il faut pour faire des hydrocarbures. Donc c'est une dégradation qui est utile d'une autre façon. Alors, donc ça c'était les tissus mous. Il y a les parties minéralisées qui peuvent être préservées de façon différente aussi. Soit on peut préserver des squelettes tels quels, on garde la minéralogie originelle, et donc la macrostructure du fossile et sa microstructure, si on coupe en tranches et qu'on regarde les détails, vont être très bien préservés. Donc ici vous avez une étoile de mer, des trilobites en calcite qui sont très bien préservés. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la minéralogie originelle va être transformée en une minéralogie secondaire. Alors, imaginez ici des coquillages qui peuvent être préservés toujours attachés ou fragmentés. Ça dépend s'ils ont été transportés, ça dépend de l'agitation de l'eau où ils se trouvaient. Ces coquilles peuvent être dissoutes et former alors des moulages, ce qu'on appelle des moulages externes. Donc, on va avoir une cavité dans le sédiment ou dans la roche en forme du fossile, un trou en forme du fossile. Et puis ce trou peut être remplacé par un autre minéral. Et alors on a une minéralogie secondaire qui reproduit exactement la macrostructure du fossile, mais la microstructure est complètement détruite bien sûr. Et ça c'est ce qu'on appelle le moulage interne. J'ai perdu ma flèche. Voilà. Alors voilà un exemple d'un banc de fossiles plein de brachiopodes, donc des espèces de coquillages si vous voulez, de bryozoaires, qui étaient originellement en calcite, qui ont été remplacés par de la silice, mais qui se trouvent toujours dans une gangue de calcaire, et vous voyez qu'ils apparaissent, ils affleurent à la surface, puisque l'eau de pluie acide va détruire le calcaire, et va mettre en évidence ces fossiles qui sont maintenant en silice. Donc ils n'ont plus, la morphologie est très bien préservée, mais la microstructure est détruite, bien sûr. Voilà d'autres exemples de moulage interne et externe. Donc voilà un moulage externe, vous avez un trou en forme de l'organisme là. Et puis ici, vous avez un moulage interne. Donc vous voyez très bien la forme du fossile, mais c'est une copie par une minéralogie secondaire. Dans certains cas, la partie minéralisée n'est plus préservée du tout et vous avez une empreinte et une contre-empreinte de l'organisme, ici un trilobite. Donc voilà l'empreinte et la contre-empreinte. Alors, les organismes qui ont un squelette, on a dit tout à l'heure qu'ils étaient mieux préservés que ceux qui sont simplement faits de matière organique, mais ce n'est pas si simple, de nouveau. Avant que ces organismes soient enfouis, ils ont un potentiel de préservation différent suivant leur composition, l'ultrastructure de leur squelette et les conditions de l'environnement. Par exemple, ici, vous avez différents types de protistes faits de carbonate de calcium, mais de minéralogie différente. Ils vont avoir un potentiel de préservation différent puisqu'ils seront plus ou moins dissous rapidement suivant leur composition. Je ne vais pas entrer trop dans les détails ici. Lorsque on a sédimentation de tous ces micro-organismes, du plancton par exemple qui fait un squelette calcaire ou un squelette en silice, donc ces micro-organismes meurent et sédimentent jusque dans le fond de la mer, ils vont avoir de nouveau un potentiel de préservation différent suivant leur composition. À une certaine profondeur dans l'océan, l'eau de mer devient sous-saturée en carbonate de calcium et tout ce qui passe ce qu'on appelle la CCD, à une certaine profondeur, va être dissous et on n'aura plus de calcaire ici dans le fond. Donc suivant la profondeur où on est dans l'océan, lorsqu'on étudie des boues océaniques actuelles ou anciennes, on aura des organismes calcaires ou pas préservés suivant de nouveau cette condition de préservation. Même chose pour la silice. Tous les organismes qui ont un squelette en silice ne sont pas préservables de la même façon. Suivant leur composition et l'ultrastructure du squelette, ils peuvent être plus ou moins dissous facilement. Alors pour la silice, on aura une plus grande corrosion en faible profondeur d'eau et ils seront mieux préservés en plus grande profondeur. Donc c'est l'inverse des squelettes calcaires. Et tout ça a une conséquence importante sur la répartition des boues marines actuelles et des sédiments marins actuels. Je vous montre ça juste comme exemple, comme implication de ces processus de fossilisation, mais je ne vais pas entrer dans le détail ici. Et on a ainsi un étagement des boues océaniques avec une composition différente suivant le type d'organisme qui va sédimenter dans la colonne d'eau et être préservé, la profondeur, le pH de l'eau, toute une série de paramètres. Alors un dernier type de traces qui peut être préservé également, ce sont les traces d'activité des organismes, on appelle ça des ichnofossiles.
Ces traces, ça peut être des pistes de dinosaures, comme vous voyez là au-dessus. Ça peut être toute une série de terriers qui ont été classés et qui ont été documentés suivant le paléenvironnement où ils se trouvent. Et c'est une information qui est intéressante à utiliser pour reconstituer des paléoenvironnements. Parfois, souvent, on ne sait pas quel type d'organisme faisait ce genre de terrier, mais on remarque qu'on trouve certains types de traces seulement dans certains environnements, et c'est quelque chose que les sédimentologues utilisent lorsqu'ils veulent reconstituer les paléoenvironnements anciens. Donc ça, ce sont pour des macro-organismes qu'on va trouver dans le phanérozoïque, mais dans le précambrien, on a également des cris, des traces d'activité d'organismes, des amibes qui glissent à la surface du sédiment, ou même des figures de dissolution dans des laves. Il y a toutes sortes de traces comme ça qui peuvent être préservées et qui peuvent donner une information sur la vie passée. Donc voilà des exemples récents. On s'est tous baladés sur la plage, on a vu ce genre de choses. Ce sont des traces laissées par des vers qui font des petits tunnels et qui recrachent des petits fils de sable comme ceci. Les terriers peuvent être très bien préservés. Souvent, ils sont remplis par un sédiment différent du sédiment qui entoure le terrier et on peut ainsi les reconnaître assez facilement. Donc finalement, avec tous ces phénomènes, et je ne fais qu'effleurer la partie de l'iceberg qui émerge, c'est beaucoup plus complexe que tout ça, tout ce que je vous ai expliqué. Donc finalement, à cause de tous ces phénomènes, on voit que la biocénose initiale, donc l'assemblage vivant, va différer de l'assemblage mort, l'assemblage fossile qu'on va étudier en tant que paléontologue, par toute une série de phénomènes. Dès le départ, les organismes ont un potentiel de préservation différent. Donc il y a des phénomènes de préservation sélectifs suivant leur composition de départ, soit organique, soit minérale. On peut avoir différents types de compositions, comme on a vu, qui sont plus ou moins récalcitrantes ou pas. Au sein d'un même groupe, de même composition, suivant l'épaisseur d'un squelette, par exemple, son ornementation, son ultrastructure, il y en a des potentiels de préservation différents. Si on a des stades végétatifs, donc des stades qui sont actifs, qui poussent, ou des stades dormants, comme des kystes de résistance, on va avoir préservation différente également. Et les conditions environnementales sont évidemment cruciales pour déterminer les potentiels de préservation, comme le pH, si on est en milieu acide, le carbonate va être dissous, ce genre de choses, la profondeur dans le bassin de sédimentation, par exemple. Les organismes, lorsqu'ils sont morts, peuvent être transportés. Alors on peut avoir un classement des organismes un peu comme des particules sédimentaires, avec sélection de tests plus résistants, qu'ils soient minéraux ou organiques. On a également des phénomènes de remaniement. Donc on peut avoir dans un sédiment un mélange de fossiles d'un certain âge et un mélange avec des fossiles plus anciens. En fait, imaginez une rivière qui va transporter des organismes et les préserver à un endroit. Cette rivière va éroder l'environnement où elle passe et elle va arracher et emmener avec elle des sédiments plus anciens avec des fossiles qui sont plus anciens. Et tout ça va être préservé, mélangé. Et donc, il faut pouvoir distinguer ces deux associations d'assemblage différents. La bioturbation, donc l'activité des organismes qui font des terriers, va être importante aussi. Alors, il n'y a pas que les animaux qui font des terriers, il y a des protistes qui font des terriers, des foraminifères, par exemple. Donc, ce sont des petits protistes qui vont faire des petits tunnels dans le sédiment. Donc, ça mélange les couches de sédiments, ça amène de l'oxygène, ça peut faire casser les organismes. Pardon. Le taux de sédimentation est important aussi. Plus on a un taux de sédimentation élevé, plus les organismes vont être recouverts assez vite, enfouis assez vite. Tous les phénomènes diagénétiques qui se passent lorsque l'organisme est enfoui, donc les conditions d'oxydoréduction du sédiment, le degré de compaction et de cimentation, et l'activité de la communauté microbienne qui se trouve dans le sédiment et qui peut avoir un aspect positif ou négatif, comme on l'a vu tout à l'heure. Tout ça va influencer la fossilisation. Et puis le métamorphisme rajoute une couche à toute cette complexité et peut finalement parfois détruire les traces de vie qui ont pu être préservées malgré tous ces phénomènes. Donc vous voyez que la fossilisation, c'est quelque chose de complexe. Alors j'arrive maintenant à la deuxième partie de mon exposé, où je vais vous parler des premières traces de vie au précambrien et comment on fait pour les retrouver. Alors, pour reconstruire l'histoire de la vie dans des terrains si anciens, et même dans des terrains plus jeunes,
C'est toujours intéressant d'avoir une approche multidisciplinaire où on va partir de la géologie, bien sûr. Il faut trouver des traces de vie préservées dans des roches. Ces traces de vie peuvent être de nature différente. Je vais en parler tout de suite. On peut avoir les fossiles dont on vient de parler. On peut également avoir des molécules fossiles, des signatures chimiques isotopiques ou des structures biosédimentaires. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, toutes ces traces de vie, on va les trouver dans des roches qui vont être bien datées et dont on va essayer de comprendre les conditions de dépôt. Donc, on va essayer de reconstituer les paléo-environnements. Donc, le contexte géologique, c'est vraiment la première étape très importante à caractériser pour pouvoir interpréter les éventuelles traces de vie qu'on va trouver. Donc, tout ça, c'est l'aspect géologique et géochimique. Alors, on va aussi s'intéresser à ce que les biologistes font. Les biologistes peuvent nous donner beaucoup d'informations sur la vie actuelle, sa diversité, sa répartition dans l'arbre de la vie, quels groupes sont plus voisins d'autres groupes. En comparant les génomes des organismes qui existent maintenant, ils peuvent faire ces arbres de la vie et nous donner des informations sur la diversité actuelle et également sur la façon dont ces organismes s'adaptent aux différentes conditions, parfois extrêmes, qui existent actuellement. Donc, on pratique finalement l'actualisme, on regarde un peu ce qui se passe dans la nature actuelle et on essaie de comparer ça à ce qu'on retrouve dans le passé. Alors, lorsqu'on a des fossiles bien caractérisés, bien datés, on peut calibrer ces arbres de la vie faits par les biologistes. On peut mettre des dates sur ces arbres et puis faire des hypothèses sur ce qu'on devrait trouver avant, parmi les organismes plus anciens. Et donc, on a ainsi une interaction entre la biologie et la géologie, qui est très importante, je pense. Alors, l'échelle de temps, je crois que vous la connaissez tous, on avait entendu parler hier, paraît-il, du temps. Donc, moi, je vais vous parler de l'échelle, de la période de temps qui va entre l'Archéen jusqu'ici, jusqu'au début du Phanérozoïque, donc entre 4 milliards d'années et 544 millions d'années. L'ADN, vous en avez entendu parler avant aussi, on n'a pas de roche, donc pas de traces de vie. Donc, pendant cette grande échelle de temps, finalement, la plus grande partie de l'histoire de la Terre, on parle souvent des fossiles qui se trouvent là, mais en fait, il y a plein de choses qui se sont passées avant et qui sont très intéressantes. Il y a eu des grands changements dans l'environnement qui ont certainement influencé la vie. Et on va voir que la vie aussi a influencé la Terre et qu'il y a vraiment une interaction entre les deux. Parmi ces grands changements, on a des impacts de météorites importants. Vous avez sans doute entendu parler du Late Heavy Bombardment hier, j'imagine, ou avant-hier. Donc un impact intensif de météorites ici au début de l'Archéen. Mais on a d'autres épisodes de bombardements moins importants, mais quand même importants au cours du Précambrien. On a des périodes de glaciation très importantes également. On a même parlé de terre boule de neige pour certaines de ces glaciations. C'est une hypothèse controversée, mais on est certain qu'il y avait des glaciations à des latitudes très basses au niveau de l'équateur. On a retrouvé des traces de ces glaciations qui ont pu influencer ou non l'évolution de la vie. On a évidemment la tectonique des plaques, dont Hervé vous a certainement parlé, des formations de supercontinents qui s'associent et puis des supercontinents qui se fragmentent, notamment un supercontinent qui s'appelle Rodinia, qui s'est formé ici vers 1 milliard d'années, fragmenté vers 750 millions d'années, et qui peut avoir eu un impact sur la diversification de la vie. Et puis on a le changement de la chimie des océans et de l'atmosphère qui est d'origine biologique en partie. Vous savez tous que l'oxygène, c'est un déchet de métabolisme d'un type de bactéries qu'on appelle les cyanobactéries. On en a des traces vers environ 2,5 milliards d'années, peut-être avant, des traces géologiques. Avant cela, on part d'un océan qui est principalement anoxique. Donc, ce que vous voyez là, c'est la colonne d'eau de l'océan, les sédiments ici dans le fond. Les petites bulles vertes que vous voyez là, c'est l'oxygène. Donc, il y avait peut-être un petit peu d'oxygène, mais pas des masses. Moins d'1% du niveau atmosphérique actuel dans l'océan. Et puis, on passe par un océan intermédiaire où la plupart de la colonne d'eau est toujours anoxique et même sulfidique, riche en H2S. Et seule la surface est riche en oxygène, grâce à ces cyanobactéries, pour arriver finalement à l'état actuel des océans, où la colonne d'eau est oxygénée, sauf ici dans les sédiments, sous la surface des sédiments, où on a des sédiments anoxiques. Et donc cette influence chimique, cette évolution chimique de l'océan et de l'atmosphère est d'origine biologique en partie,
et a eu une influence très importante sur l'évolution, puisqu'à partir du moment où on a eu de l'oxygène qui s'accumule, ceci a ouvert de nouvelles niches écologiques pour des organismes pour que la vie se diversifie, notamment la vie eucaryote. Alors, en géologie, on s'appuie souvent sur l'actualisme. Donc, le présent est souvent la clé du passé, pas toujours. On a des conditions particulières dans le Précambrien dont on n'a plus d'analogue actuellement. Mais, par exemple, en sédimentologie, on va regarder les traces ici que laissent les marées sur la plage. Vous avez tous marché à pieds nus sur la plage et senti ces rides de sable. Mais ce genre de structure peut être préservé dans des roches très anciennes. Ici, on a une plage de 2 milliards d'années. Et ce sont des informations très, très intéressantes qui nous permettent de reconstituer les paléo-environnements. Je vous ai dit, le contexte géologique est crucial. Alors, où est-ce qu'on va aller chercher des roches anciennes bien préservées ? Il y a différents endroits de la Terre où elles sont assez bien préservées. Il n'y a pas eu trop de métamorphisme, ou pas du tout. Ici, vous avez une carrière de shale, donc de boue finalement solidifiée, qui date presque de 2 milliards d'années. Donc, vous voyez, il y en a un paquet. Les couches sont toujours horizontales, pas plissées du tout, très bien préservées. On peut aller en Australie ou en Afrique du Sud pour trouver des carbonates bien préservés également. Et on peut aussi faire des sondages. Dans certains endroits, là où les roches qui nous intéressent n'affleurent pas, on peut effectuer des sondages. Ceci, c'est un projet international de sondage pour atteindre la limite archéen paléoprotérozoïque. Et on a ainsi des carottes de roches qu'on va pouvoir étudier en détail pour trouver des traces de vie et pour d'autres analyses également. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces cailloux-là ? On va, soit sur le terrain, soit ici, on va essayer de retrouver ces figures sédimentaires qui vont nous dire le mode de dépôt des sédiments. On peut les couper en tranches, on fait ce qu'on appelle des lames minces, et on regarde la composition de la roche et éventuellement ces structures sédimentaires qui vont nous donner des indices sur ces conditions de dépôt. On peut faire des analyses géochimiques également dans ces roches pour trouver des molécules fossiles ou d'autres types de traces de vie dont je vais vous parler tout à l'heure. Et on peut tremper ces roches dans l'acide et ces acides vont détruire les minéraux, mais pas la matière organique récalcitrante, le kérogène qui se trouve dans ces roches. Et dans ce kérogène, on peut trouver des fossiles qu'on peut ensuite pêcher minutieusement avec des petits outils et on peut ensuite analyser ces microfossiles isolés par toute une série de techniques pour essayer de les identifier et avoir des informations sur la vie préservée dans ces roches anciennes. Ces roches, évidemment, doivent être bien datées par d'autres outils dont je crois que vous avez entendu parler hier. Alors la vie, elle est divisée en 3 grands domaines. Vous avez sans doute déjà tous vu cet arbre qui était dessiné, que j'ai modifié d'après un arbre de Purie. La vie est divisée en 3 grands domaines, juste petit rappel. On a les bactéries, les eucaryotes, les archées. Les eucaryotes, ce sont des organismes qui ont une structure cellulaire complexe avec un noyau, un cytosquelette. Il y a des organismes unicellulaires, ici vous voyez des protistes, il y a aussi des plantes, des animaux. Nous sommes des eucaryotes, nous sommes des animaux. Les bactéries, les archées ont une structure cellulaire moins complexe, mais un métabolisme, une diversité de métabolismes beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche. Dans ces prokaryotes, on a donc les bactéries, notamment les fameuses cyanobactéries dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il y a des bactéries qui sont bénéfiques, il y a des bactéries qui peuvent nous rendre malades, il y a toutes sortes de bactéries qui peuvent détruire la matière organique ou la préserver, comme on a vu tout à l'heure. Et les archées, qui sont un autre type de prokaryotes, mais un domaine tout à fait différent des bactéries et des eucaryotes, qui vivent souvent dans des milieux extrêmes, comme des sources hydrothermales ou le rumen des vaches, par exemple. Voilà. Donc tous ces 3 domaines ont un ancêtre commun, mais enfin ce n'est pas le propos ici. Ces 3 domaines donc, sont peuplés de formes de vie qui ont des caractéristiques différentes et donc des potentiels de préservation différents. C'est ce qui nous intéresse ici. Alors qu'est-ce qu'on va chercher comme traces de vie dans le Précambrien ? On a 4 outils principaux qu'on peut utiliser. On a les fractionnements isotopiques d'éléments que la vie utilise, comme le carbone, le soufre, l'azote, le fer et d'autres choses. On a ce qu'on appelle des biomarqueurs, des molécules fossiles. On a des structures biosédimentaires, donc des structures sédimentaires construites ou qui ont une interaction avec la vie. Et on a les fossiles, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, en très bref, qu'est-ce que c'est ces outils ? Je vais vous montrer l'exemple ici du carbone pour les traces isotopiques, mais donc il y a d'autres éléments qui peuvent être utilisés. Vous savez que le carbone existe sous forme de 3 isotopes. On a le carbone 12, 13 et 14, suivant le nombre de neutrons
qui s'y trouvent. Le carbone 12 est le plus abondant. 99% du carbone sous la Terre est sous forme de carbone 12. Le carbone 14, on ne va pas en parler ici, ça sera daté des choses très jeunes, ça ne nous intéresse pas ici. Donc on va s'intéresser au carbone 12 et au carbone 13. Alors vous voyez les gros ronds bleus, c'est le carbone 13. 13 est plus gros que le carbone 12 qui est petit ici en vert. Alors si on mesure la quantité de carbone 12 et de carbone 13 dans des carbonates, ben on va avoir plus de 12 que de 13. Donc ça c'est très schématique, je devrais faire un histogramme qui serait beaucoup plus haut, qui dépasserait l'écran. Donc il y a beaucoup plus de 12 que 13 puisqu'il y a plus de 12 dans la nature que 13, normal. Si maintenant on mesure la même quantité de 12 et 13 dans la matière organique qui dérive d'organismes qui ont été vivants, ben la différence entre le 12 et le 13 va être beaucoup plus grande que dans les carbonates. Et pourquoi ? Bien, c'est parce que la vie va utiliser l'isotope le plus léger, c'est plus facile pour des réactions chimiques. Et cette différence s'appelle le fractionnement isotopique. Donc on peut mesurer ce rapport par rapport à un standard et on obtient une valeur de delta C13 qui va être intéressante puisqu'elle va nous donner une information de la présence de vie et parfois même du type de métabolisme que cette vie avait. Alors il y a un mais, et à chaque outil que je vais vous présenter, vous verrez qu'il y a un mais. Il existe des réactions non biologiques qui fractionnent aussi ces éléments, comme le carbone ou d'autres. Et donc, notamment en conditions hydrothermales. D'où l'intérêt de bien caractériser le contexte géologique dans lequel on se trouve pour bien interpréter les valeurs qu'on va mesurer. Deuxième outil, les biomarqueurs. Donc, ce sont des molécules fossiles. Donc, vous imaginez ici une bactérie qui a une paroi. Dans la membrane ici qui entoure le cytoplasme de la bactérie, on a toutes sortes de lipides, notamment des opanes, peu importe le nom. Donc on a des lipides qui se trouvent dans la membrane de ces bactéries. Les bactéries sédimentent, sont incorporées dans le sédiment. Elles peuvent être préservées ou pas suivant les conditions dont on a parlé tout à l'heure. Ce sédiment subit une diagenèse et tout ce qui contient aussi, donc les fossiles ou les molécules. Ces molécules vont être transformées par diagenèse, mais peuvent être préservées d'une certaine façon. Donc, vous voyez ici, on reconnaît le squelette de la molécule de départ. Il manque des petits groupes fonctionnels sur les côtés, mais on reconnaît quand même ce squelette. Et ça, c'est ce qu'on appelle un fossile moléculaire ou un biomarqueur. Alors, on a décrit, là je vous ai juste mis quelques exemples, mais il existe toute une série de biomarqueurs qui ont été décrits pour les différentes formes de vie qui peuplent cet arbre de la vie. On en a des spécifiques aux eucaryotes, à certains types d'eucaryotes, certains spécifiques aux archées, aux bactéries. Et donc, lorsqu'on retrouve ces molécules dans des sédiments anciens, on peut avoir une idée de l'écosystème qui existait à ce moment-là, même si on n'a pas nécessairement les fossiles. Alors, il y a un mais, évidemment, je vous ai dit qu'il y aurait un mais chaque fois. Le problème des biomarqueurs, c'est qu'il y en a partout. Il y en a sur nos mains, il y en a dans l'air, il y en a dans l'eau, il y en a partout. Et donc, c'est très difficile de ne pas contaminer avec des biomarqueurs actuels les sédiments anciens, les roches anciennes que l'on va utiliser. Notamment lorsqu'on fait des forages, si on utilise du pétrole pour forer, ce pétrole, il est plein de biomarqueurs. Même si on utilise de l'eau pour forer, cette eau peut contenir des biomarqueurs. Il existe en plus des organismes qui vivent dans la croûte terrestre, qui vivent toujours maintenant et qui peuvent contaminer les sondages anciens que l'on étudie. Alors, en plus de cela, les biomarqueurs ne sont pas tous caractérisés. Donc, on trouve des biomarqueurs anciens dont on ne sait pas qui les a synthétisés. Certains organismes, en plus, se passent la capacité de synthétiser des molécules par transfert latéraux de gènes. Et donc, si on trouve un biomarqueur, ce n'est pas forcément spécifique d'un groupe. Il peut être synthétisé par d'autres organismes qui ne sont pas du tout apparentés. Donc, il y a vraiment des pincettes à prendre pour cette analyse de biomarqueurs. C'est juste pour rattraper un tout petit peu les biomarqueurs. Vas-y. Finalement, quand on regarde les biomarqueurs, c'est des molécules qu'on trouve chez le vivant au départ, mais on est conscient aussi des transformations qu'ils subissent pendant la diagénèse et l'augmentation de température. Et en fait, ce n'est pas tout à fait les mêmes molécules que dans le vivant. Il y a des petites transformations. Et ces transformations nous indiquent que cette molécule, elle a une certaine histoire. Enfin, elle n'est pas actuelle, elle est ancienne. Du coup, en fait, quand on utilise de l'eau pour faire le forage, je pense que l'eau, il y a du carbone organique dedans, c'est vrai, avec des biomarqueurs, avec des molécules dedans, c'est vrai, mais ces molécules vivantes, elles n'ont pas subi l'histoire, donc elles ne ressemblent pas aux biomarqueurs qu'on mesure. Donc on
peut les distinguer. Maintenant, quand on met du pétrole, là c'est vrai, il y a du carbone organique qui a subi la température, et là ça peut se ressembler. Mais je pense que l'eau, en fait, les géochimistes vont dire non, l'eau, on est capable de distinguer les biomarqueurs des molécules, des algues qui vont être dans l'eau que j'ai pris. Et en plus, on peut faire du monitoring pour détecter les cellules actuelles ou des molécules actuelles. Et ça n'enlève pas tout le problème. Ben oui. Oui, en plus, il y a aussi des fabrications de faux biomarqueurs par diagenèse. Enfin bon, c'est complexe. Je vous avais dit, c'est ce qu'il faut retenir. Troisième outil, les structures biosédimentaires. Bon, là, Karim va en parler plus en détail que moi, mais voilà des stromatolites actuels. C'est quoi un stromatolite, en gros? C'est une roche calcaire, laminée, qui est formée par interaction entre des micro-organismes et des sédiments, où donc soit les micro-organismes vont piéger ces sédiments et en faire des couches, soit ils vont précipiter des minéraux et on va avoir finalement une espèce de gâteau de tapis microbien et de calcaire, et on va obtenir ces structures laminées. Bon, j'en parle plus en détail, c'est plus complexe que ça, mais Karim vous en parlera. Alors on peut avoir des choses laminées comme ça, on peut aussi avoir des structures qui ne sont pas laminées mais qui sont aussi d'origine microbienne, ce qu'on appelle des thrombolites plutôt que stromatolites. Voilà des thrombolites actuelles, de nouveau en Australie. Et puis on peut aussi avoir des structures microbiennes biosédimentaires qui ne sont pas en milieu calcaire, mais en milieu terrigène. Par exemple, ici, la mer du Nord, si vous coupez une petite tranche dans le sable, vous pouvez parfois voir ces laminations qui correspondent à toute une communauté de micro-organismes différents, avec les photosynthétiques ici à la surface, et qui peut être préservée dans des sédiments anciens. Ici, on est dans un milieu hydrothermal avec une espèce de lasagne avec les épinards au-dessus. C'est un tapis microbien aussi, un autre type de consortium qui peut être préservé également. Et les pop-corns que vous voyez là sont aussi des petits morceaux de tapis microbien qui sont en fait des tapis de cyanobactéries qui sont desséchés, qui couvrent une grande surface que vous voyez là. C'est plein de petits morceaux de tapis desséchés. Si vous remettez ça dans l'eau, ça va reprendre vie et peut-être donner naissance à un stromatolite. Une autre façon, un autre type de structure microbienne. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ce genre de signature va être préservé dans les sédiments actuels ou subactuels, et puis dans les sédiments anciens, comment on peut les reconnaître et les différencier de structures laminées non biologiques. Alors, quatrième outil, les fossiles, bien sûr. On en a parlé tout à l'heure. On a vu qu'il y avait différentes façons de préserver des organismes qui sont microscopiques ou macroscopiques. Dans le précambrien aussi, il y a du macroscopique. Il n'y a pas que des petites choses, il y a des grosses choses aussi. Les fossiles microscopiques, ils peuvent être préservés soit aplatis en 2 dimensions, comme ceci. Vous avez de la matière organique originelle qui a été transformée, bien sûr, par la fossilisation, mais quand même la matière organique de départ, où on a des cellules ou des filaments ici qui sont aplatis dans le sédiment, dans des boues, dans des schäles, et qu'on peut retrouver très bien conservés. Donc ça, c'est un acritarche, des filaments. Dans certains cas, ils sont préservés en 3 dimensions dans des schertes, des roches riches en silice, donc ils sont silicifiés, c'est ce qu'on voit là, ça c'est une algue rouge multicellulaire. Et dans d'autres cas, les minéraux vont complètement remplacer la matière organique, comme ici vous avez un protiste, qu'on appelle un técamœbien, qui est complètement remplacé par du phosphate, ou qui peut être préservé par de la pyrite aussi. Au niveau macro-organisme, on peut de nouveau avoir cette préservation sous forme de carbonification, de compression carbonée. Certains organismes ont un squelette calcaire qui est préservé tel quel, et d'autres avaient des corps mous qui ont été préservés sous forme d'impression. Alors il y a un mais aussi, évidemment. Ici, vous voyez des structures qui ressemblent à des filaments bactériens, mais qui n'en sont pas. Ce sont des expériences de laboratoire qui ont été faites pour montrer que certains minéraux vont s'auto-assembler en forme qui ressemblent à la vie, mais qui n'en sont pas. Donc de nouveau, il y a toute une série de critères bien définis qui vont devoir être utilisés pour différencier le biologique du non biologique. Et plus on recule dans le temps, plus on trouve des structures qui sont simples, des petites boules. Une petite boule de silice, ça peut être un précipité non biologique ou ça peut être le moulage d'une cellule. Et il faut vraiment développer toutes sortes de critères pour pouvoir distinguer. On peut avoir de la matière organique qui n'est pas biologique ou qui est biologique. De nouveau, il faut faire très attention. Alors, encore un dernier point avant de commencer vraiment un résumé de l'histoire de la vie au Précambrien.
Dans la nature actuelle, il y a de la vie partout. Partout, il y a même un tout petit peu d'eau liquide, hein, dans des milieux parfois très, très extrêmes. Extrêmes par rapport à nous. Hein. Extrême, c'est une vision anthropocentrique, bien sûr. Hein, en Antarctique, par exemple, il fait froid, il fait sec. Dans certains endroits, il y a des UV intenses, il y a plein de vie. Ici, on se trouve en Antarctique de nouveau dans un lac qui est tout le temps couvert de glace et on a des espèces de tapis microbiens qui poussent. Hein, ça fait un peu stromatolite. Dans les fumeurs noirs ou blancs de grande profondeur dans l'océan, on se trouve sous 3000 ou 4000 mètres de profondeur d'eau, des pressions intenses, il fait tout noir, il n'y a pas de lumière. Il y a des fluides qui sortent à 300 degrés, qui sont très riches en minéraux, et on a plein de vie là-bas, plein de communautés microbiennes, et même des animaux, des vers qui font des tubes d'1 mètre de long, qui vivent dans ce milieu-là. Donc on a vraiment des écosystèmes particuliers. Les formes animales vivent là grâce à leur symbiose avec des bactéries qui peuvent utiliser le soufre qui sort de ces cheminées. Bref, il y a toute une communauté qui vit là. Dans les eaux très salées, vous voyez ici, elles sont roses parce qu'elles sont peuplées d'archées qui ont un pigment rose. Donc on a des cellules qui vivent très bien dans des eaux hyper salées. Bon, là, les stromatolites qu'on a vu tout à l'heure sont aussi dans des zones salées. Et ici, c'est le Rio Tinto en Espagne, donc une rivière très acide avec un pH de 1. Avec plein d'oxydes de fer qui se déposent et qui peuvent préserver également de la vie. Donc, le géobiologiste ou géomicrobiologiste, ou le biologiste, s'intéresse à ce genre de milieu, voir qui vit là, hein, quelle est la diversité, et comment la vie qui vit là va être préservée suivant ces conditions très différentes. Et lorsqu'on comprend ce qui se passe dans la nature actuelle ou subactuelle, on peut ensuite essayer d'interpréter le passé. Donc finalement, caractériser les environnements de préservation, c'est hyper important pour essayer de comprendre et détecter des traces de vie, comprendre comment les différentes formes de vie qui ont des caractéristiques différentes vont être préservées dans ces différentes conditions, comment on passe d'une cellule vivante à un fossile, ce qu'on appelle la taphonomie, tous les processus de dégradation qui vont transformer, complètement effacer ou altérer les propriétés de départ. Comment on aborde ces problèmes-là? On peut étudier des environnements anciens, des environnements actuels, voir ce qui s'y passe. On peut aussi faire de l'expérimentation en laboratoire, faire de la fossilisation artificielle, essayer d'imiter le métamorphisme, voir ce qui se passe. Précipiter, comme ici, de la silice sur des gaines de cyanobactéries, voir ce qui est préservé, quelle est l'interaction entre les minéraux et la matière organique. Et alors, ce qui est très important aussi, c'est d'essayer de comprendre tous les phénomènes non biologiques qui vont imiter la vie, que ce soit au niveau chimique, morphologique ou autre. Bon, et armé de tout ça, on peut essayer de définir des critères de biogénicité. Hein, qu'est-ce qui est biologique, de qu'est-ce qui ne l'est pas. Bon, et parfois, on n'arrive pas. Il y a une limite. Et plus on recule dans le temps, plus c'est difficile de voir vraiment la limite entre ce qui est biologique et ce qui ne l'est pas. Dans certains milieux, c'est très difficile, notamment les milieux hydrothermaux, où on sait qu'on a une production de matière organique et de fractionnement isotopique non biologique, mais aussi on sait qu'il y a plein de vie. Et donc, distinguer le biologique du non biologique dans ces milieux-là n'est pas facile. Donc, on a des outils et on a plein de problèmes. Mais sachant ces problèmes et en y faisant bien attention, on peut quand même essayer de retracer l'évolution de la vie au précambrien. Alors, quand la vie a-t-elle pu apparaître? Ça, je ne sais pas si Hervé vous en a parlé, sans doute, non? Oui, bof. Enfin, un petit rappel. Ça va, les vapeurs se dissipent? Vous êtes tous là? Vous êtes toujours tous là? Donc, voilà de nouveau notre échelle de temps. Vous allez la voir apparaître dans les dias suivantes, comme ça vous verrez toujours où on se trouve. Hein. On part de la formation de la Terre jusqu'à notre 544 millions d'années ici. Pendant la D1, Hervé vous a dit sans doute qu'il n'y avait pas de roches, mais des petits minéraux qu'on appelle des zircons qui nous donnent plein d'informations intéressantes. Et suivant les inclusions de minéraux qu'on trouve dans ces zircons, le fractionnement isotopique de l'oxygène qu'on a dans ces zircons et l'âge de ces zircons, on peut dire qu'entre 4 milliards et 4 milliards d'années, il y avait sans doute une croûte granitique, il y avait de l'eau liquide et sans doute une atmosphère. Donc il y avait sans doute les conditions pour que la vie émerge. On avait une Terre habitable. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle était habitée, mais on avait des conditions sans doute propices à la naissance de la vie. Le problème, c'est qu'on n'a pas de roche, donc on ne saura jamais s'il y a eu de la vie ou pas à ce moment-là. À moins qu'on ait une météorite ADN qui soit atterrie sur la Lune et que, par chance, on la trouve. Mais bon, une probabilité est assez mince. Alors ensuite, on a ce fameux bombardement intense de météorites entre 4 milliards et 3 milliards 9, plus ou moins. Hein, donc là, on n'en trouve pas de trace sur la Terre, puisque la surface de la Terre est tout le temps remodelée par la tectonique des plaques.
Mais on en trouve des traces sur la Lune, on a plein de cratères sur la Lune qu'on a pu dater, et on sait qu'il y a eu ce bombardement qui a aussi influencé Mars, qui n'est pas très loin. Donc si la vie est apparue avant, peut-être qu'elle a été éliminée par ce bombardement, ou peut-être qu'elle a trouvé un refuge, par exemple dans des zones hydrothermales de grande profondeur, mais tout ça est très spéculatif. Et puis on arrive à l'Archéen, où on a les premières roches sédimentaires, et peut-être des traces de vie, mais grand point d'interrogation. Donc la vie a pu apparaître très tôt sur la Terre, dès que en tout cas les conditions minimales pour qu'il y ait de la vie étaient sans doute là très tôt dès l'Adien. Alors quand la vie apparaît et comment et où, c'est encore une grande question, c'est tout un débat, toute une école en soi. Hein. Donc peut-être entre 4 ou même 4,4 milliards d'années, et 3,5 milliards d'années ou 2,7 milliards, on ne sait pas. Et on ne sait pas si la vie est apparue à une origine chaude, milieu hydrothermal, ou une origine tiède, dans une soupe primordiale, dans un petit lac tiède déjà cher à Darwin. Darwin avait déjà proposé cette hypothèse, qui a été testée par les fameuses expériences de Stanley Miller. Est-ce que ce bouillon organique de départ a été aidé par l'apport de molécules organiques qui se forment toutes seules dans l'espace, contre dans les météorites ou pas? Bon, possible, peut-être qu'il n'y en a pas besoin. Enfin, donc tout ça, c'est un débat qui n'est pas mon propos d'aujourd'hui. Et on arrive aux possibles premières traces de vie, mais grand point d'interrogation. Voici une photo d'Hervé d'ailleurs, des roches dont il vous a sûrement déjà parlé, à Ishoua, des roches dans lesquelles on a trouvé des petites particules de graphite, où on a mesuré le fractionnement isotopique de carbone, ce dont je vous parlais tout à l'heure, et on a obtenu des valeurs qui sont compatibles avec la vie. Alors, le problème de ces roches-là, c'est qu'elles sont très très cuites, très très métamorphisées, et que, suivant l'endroit où on va au Groenland, elles n'ont pas toutes la même origine, pas nécessairement une origine sédimentaire. Donc, bon, retenez qu'il y a un grand point d'interrogation sur l'origine biologique ou non du carbone qu'on trouve dans ces roches. Mais enfin, c'est quand même frappant que dès qu'on a une roche sédimentaire, on trouve du carbone et qu'on a peut-être des traces de vie. Alors, allons en Australie. On arrive au fameux Chert Apex de l'Australie, qui date de 3,4 milliards environ, et qui ont été décrits comme les plus anciens fossiles. Alors, voilà à quoi ça ressemble, des espèces de structures filamenteuses. Il y a du carbone là-dedans. Ces structures ont été décrites par Bill Schopf dans les années 80, puis réétudiées après. Et Bill Schopf avait décrit ces structures comme étant préservées dans un milieu marin un peu profond, en zone photique, donc atteinte par la lumière, avec des morphologies qui avaient l'air d'être biologiques, un fractionnement isotopique du carbone qui était compatible avec la vie, et donc il se dit c'est probablement des cyanobactéries parce qu'on est en zone photique, à 3,4 milliards. Tout ça a été réétudié par Martin Bridger et ses collaborateurs dans les années 2000, et ils ont réétudié le contexte géologique et se sont dit c'est pas du tout un milieu marin un peu profond, en fait c'est un milieu hydrothermal sous la surface du sédiment, très riche en métaux, donc pas de zone photique. Et en plus, lorsqu'on regarde la population de ces structures, finalement on voit qu'il y a plein de formes irrégulières qui sont branchues ou pas, et finalement on a des morphologies qui ne sont pas biologiques, et une chimie qui est probablement pas biologique. Puisqu'on se trouve en milieu hydrothermal, je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire la matière organique avec un fractionnement isotopique qui n'est pas biologique. Donc, pour Martin Bridger, l'explication la plus simple, c'est que ce n'est pas biologique. Alors, le débat continue parce que Sylvie de Rennes a étudié la matière organique de ce site et elle pense qu'il a probablement une origine biologique, pas nécessairement la forme des fossiles, mais la matière organique elle-même peut se mettre autour de minéraux, donner une apparence de forme biologique, sans être vraiment des fossiles, mais la matière organique elle-même pourrait être biologique ou pas. Et puis Daniel Pinti a étudié, pas exactement ces échantillons-là, mais dans la même formation, et a montré des formes qui ne sont pas biologiques. Donc le débat continue, la controverse continue, mais ce genre de débat était très utile pour justement bien réfléchir à ce qui est biologique de ce qui ne l'est pas, et vraiment développer des critères très rigoureux pour prouver qu'une trace de vie est biologique ou non. Alors, si on va dans des roches un tout petit peu plus jeunes, on arrive au Strellipulcher, toujours en Australie, où on a toute une population de stromatolites. Ici, vous voyez des petits cônes, mais il existe toute une grande diversité de formes.
sur une plateforme carbonatée qui a été découverte déjà un petit temps, mais Abigail Allwood les a réétudiés récemment. Donc elle a décrit toute une série de formes carbonatées laminées comme ceci. Vous voyez ici les petits cônes. Ça ne fait que 10 cm de haut, ça, donc c'est assez petit dans l'archéen. Alors elle pense que ces stromatolites sont d'origine biologique puisqu'elle voit toute une diversité sur une plateforme carbonatée et ces formes varient suivant l'agitation de l'eau, un peu comme les récifs actuels où vous pouvez avoir des formes branchues quand l'eau est calme, des formes massives quand l'eau n'est pas agitée, est agitée. Elle a également trouvé de la matière organique piégée dans les lamines de ces stromatolites. Mais maintenant, est-ce que cette matière organique est d'origine biologique ou pas? Bon, comme d'habitude, le fractionnement isotopique est compatible avec la vie, mais le problème de ces roches, c'est qu'elles ont été très fortement modifiées par diagenèse. Des fluides hydrothermaux sont passés dans tout ça, donc il y a toujours ce point d'interrogation. Enfin, cette diversité, peut-être, ça ressemble à des formes, à ce qui se passe dans la nature actuelle en tout cas. 3,2 milliards, on a des formes qui ont été décrites comme des filaments bactériens, cette fois-ci en milieu hydrothermal. Ce sont des dépôts de roches riches en soufre qui sont exploités économiquement d'ailleurs. Et on a ces filaments qui sont remplacés par de la pyrite, pas de matière organique ici. Alors, Rasmussen et ses collaborateurs pensent que c'est biologique parce que les filaments là sont courbés, donc ça montre que c'était flexible au départ. Suivant la distribution de ces structures dans la roche, ils pensent que c'est biologique, mais quand même un point d'interrogation, on n'est pas sûr. Plus ou moins vers la même époque, on va en Afrique du Sud et on trouve ici des milieux terrigènes, un peu comme à la mer du Nord, où on a des structures préservées qui ont été décrites comme des structures de tapis microbiens. Ici, on n'a pas d'influence hydrothermale. Donc, Nora Noffke a décrit ces tapis où elle a trouvé la matière organique avec un fractionnement isotopique compatible avec la vie. On est dans un milieu qui n'est pas influencé par des milieux hydrothermaux. Et récemment, nous avons découvert des acritarches, des microfossiles à paroi organique qui font jusqu'à 300 microns de diamètre, ce qui est énorme pour l'archéen, mais bon, ils sont dans la roche, ce n'est pas une contamination. Donc, des fossiles de 3,2 milliards. On arrive à 2,7 milliards où on a des fameux biomarqueurs, ces molécules fossiles les plus anciennes qu'on ait trouvées jusqu'à présent. Alors, ces biomarqueurs contiennent des molécules qui sont caractéristiques de caryotes et des molécules qui sont caractéristiques de cyanobactéries. Elles datent de 2,7 milliards. C'est Jochen Brox qui les a découvertes et décrites. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les biomarqueurs, il y a un grand mais, il y a toujours problème de contamination. Enfin, comme a dit Karim, on peut distinguer les molécules actuelles des molécules fossiles. Mais si c'est la contamination par des pétroles, des molécules fossiles elles-mêmes, on a un problème. Et en fait, Jochen pense que tous les biomarqueurs plus vieux que 1,6 milliard sont de la contamination. Voilà, il me l'a dit. Et il a publié, c'est-à-dire qu'après, oui. C'était Rasmussen et... Voilà. Il a publié, non, tout ça c'est de la contamination. Voilà. Dans le papier Rasmussen et al., il a publié ça. Et on vient encore d'en discuter. Et pour lui, c'est vraiment... tout ça, c'est de la contamination avant 1,6 milliard, où là, ils sont vraiment abondants et de compositions différentes que ceux d'avant. Il y a d'autres auteurs qui ont décrit des biomarqueurs dans d'autres roches, comme ces auteurs, dans des roches un petit peu plus jeunes, du paléoprotérozoïque, et même dans l'archéen. Mais ces roches n'ont pas été soumises à l'examen rigoureux que Jochen a fait, et donc, le point d'interrogation. Alors, à 2,7 milliards, on a aussi des très beaux stromatolites, ça c'est une photo de Purie, qui sont gros cette fois-ci, qui ressemblent à des stromatolites actuels, et là, tout le monde pense que ce sont vraiment des stromatolites qui sont construits par des micro-organismes. Kevin Lepeau avec Karim, d'ailleurs, ils ont découvert de la matière organique piégée dans ces stromatolites, qui serait d'origine biologique également. Enfin, peut-être que Karim vous en parlera plus. On avance dans le temps et on arrive à la période où on trouve des traces d'oxygène de façon massive, des traces géologiques et géochimiques. On a des sédiments qui sont des roches qui sont oxydées, qui ont été oxydées à l'époque. Cet oxygène est d'origine biologique, provient des cyanobactéries. Donc on a une trace indirecte de la présence de cyanobactéries qui nous donne un âge minimum pour l'apparition de cyanobactéries à 2,5 milliards. Là, vous voyez des dépôts de dunes éoliennes, donc déposées dans un désert qui date de 2,2 milliards, où
toutes les petites particules de quartz ont été oxydées à l'époque, pas maintenant, par cette atmosphère qui devient oxydante. Alors les cyanobactéries, donc on a les biomarqueurs à 2,7 mais qui sont maintenant remis en question. On a ces traces géologiques à 2,5, là on est sûr qu'il y a de l'oxygène qui est d'origine biologique. Les fossiles de cyanobactéries, on peut les reconnaître comme des cyanobactéries à partir de 2,1 milliards d'années, parce que les fossiles donnent des structures comme ceci. Ça s'appelle un akinète, c'est une espèce de kyste de cyanobactéries, ou des colonies qui se divisent dans des stromatolites silicifiés, vous voyez là, d'une façon spécifique aux cyanos actuels. Et d'ailleurs, on les compare tout à fait avec des genres de cyanobactéries actuels. Alors avant ça, il y a évidemment des fossiles, mais bon, ce sont des petites boules qui ne nous disent rien du tout. Et donc, c'est sans doute ça pourrait être des cyanos ou pas, mais on n'a pas de critères pour être sûr que ça en sont. En tout cas, 2,5 milliards, c'est sûr qu'il y en a. Alors, 2,5 milliards, elles ont un effet planétaire. On le voit dans le registre sédimentaire. Ça veut dire que c'est l'âge minimum d'apparition des cyanobactéries. Donc, elles sont apparues avant ça. Et elles ont commencé à produire l'oxygène, d'abord dans des petits oasis, des micro-environnements. Mais quand, ça, on n'en sait rien. Avant que son effet planétaire, il a fallu un certain temps. Alors, si on va en Russie, au bord d'un lac, on regarde dans quel environnement on est. Bon, on est sur la plage, on faible profondeur d'eau. On trouve d'autres types de stromatolites. Je vous ai apporté celui-là d'ailleurs. Vous voyez, ceux-là sont plus petits et sont branchus. Donc, il y a toute une diversité au protérozoïque de stromatolites. Diversité qui dépend de conditions hydrodynamiques du milieu. 1,9 milliard, on va au Canada, on est de nouveau dans des stromatolites. Là, on trouve beaucoup de fossiles. Ces stromatolites sont silicifiés donc, par des fluides riches en silice assez rapidement, ce qui fait qu'on a des cellules, vous voyez, des petites sphères là, et des petits tubes très bien préservés. Soit la matière organique originelle est préservée, soit ils sont préservés par remplacement par des oxydes de fer. Parmi ces petits tubes, on a comparé ça avec des bactéries qui oxydent le fer, des bactéries actuelles. Donc on a tout un consortium de micro-organismes dans ces stromatolites de 1,9 milliard. Alors, plus ou moins à la même époque, enfin entre 1,8 milliard et 1,5 milliard, on commence à avoir des acritarches, donc ces vésicules organiques à affinité biologique inconnue, qui commencent à être un peu plus complexes. Au lieu d'avoir simplement des petites boules, on a des formes qui sont décorées, et le fait qu'elles soient décorées nous permet de dire que ce sont des protistes, des eucaryotes. Donc, pour distinguer un eucaryote d'un prokaryote parmi les fossiles, bon, on n'a pas accès à l'ADN bien sûr, donc on doit regarder la morphologie et la composition. La taille n'est pas un bon critère, c'est des grandes bactéries et des tout petits eucaryotes, on appelle des pico-eucaryotes. Donc il faut regarder la décoration de la paroi, et parfois l'ultrastructure de la paroi aussi nous permet de distinguer un fossile eucaryote d'un fossile prokaryote. Donc vous voyez toutes ces décorations, il y a des processus, il y a des espèces de vésicules, des espèces d'expansions. Là, on a des petites plaques polygonales, des grandes plaques polygonales. Tout ça, c'est de la matière organique. Ici, on a des stries concentriques. Toutes ces décorations sont réalisées par la cellule eucaryote grâce à son cytosquelette. Et donc, ce genre de fossiles nous permet de dire qu'à 1,5 milliard, il y avait des fossiles comme ceci. Et jusqu'à 1,8 milliard, on a des fossiles décorés par ces stries concentriques. Donc on a des eucaryotes à ce moment-là. Peut-être avant, mais bon, les plus anciens fossiles sont de cette période-là. On a des biomarqueurs également, plus ou moins à la même époque. La vie se complexifie un petit peu, la vie eucaryote. On commence à avoir des algues multicellulaires, des algues rouges, des algues vertes, des algues vauchériales, de possibles champignons, point d'interrogation, et des protistes qu'on appelle des técamébiens. Donc, vous voyez, ces fossiles peuvent être préservés de façon différente. On a de nouveau ici, là et là, des compressions carbonées. Ici, le fossile est préservé en 3 dimensions dans un chert. Et là, le fossile est remplacé par du phosphate. Donc, la vie eucaryote se complexifie, devient multicellulaire, photosynthétique, avec reproduction sexuée, ici pour l'algue rouge. On a des algues qui sont attachées au fond. On a des cellules planctoniques. Donc, on a un écosystème complexe. Les prokaryotes qui étaient déjà tous là sont toujours là, toujours bien diversifiés. Les eucaryotes ont pris un peu de retard. Les voilà. Alors on fait un grand bond dans le temps. Vers 600 millions d'années, on commence à avoir des premières traces animales qui sont d'abord microscopiques. Alors on a ces petites boules ici qui sont remplacées par du phosphate. Il n'y a plus de matière organique là-dedans.
et qui ont été décrites comme des embryons d'animaux par Chua Cho et ses collaborateurs. Alors, pourquoi est-ce qu'ils pensent que ce sont des embryons d'animaux et pas une algue qui se divise, par exemple? En fait, il a repéré des différents stades de division cellulaire, jusqu'à un stade de 16 cellules, je pense, où la cellule, le stade 16 cellules, a la même taille que le stade de départ. Donc à chaque division, les cellules deviennent plus petites, contrairement à une colonie algaire où la colonie va grandir parce que les cellules ont la même taille. Et en plus, cet embryon est entouré d'une enveloppe. Alors il y a eu une controverse avec d'autres auteurs qui se sont dit non, c'est peut-être des bactéries qui vont précipiter du phosphate ou qui utilisent du soufre, mais le fait qu'il y ait une enveloppe autour de ces cellules n'est pas compatible avec une origine bactérienne. Alors dans cette formation d'Ushanto en Chine, on trouve aussi ces espèces de tubes qui sont peut-être liés à des cnidaires. On n'en sait rien, mais il y a des cnidaires du Paléozoïque qu'on appelle les tabulés qui ressemblent un peu à ça. Et puis, parmi cette formation, et ailleurs également, on a des grands acritarches de nouveau, en Australie à la même époque, qui sont organiques, que Phoebe Cohen a coupé en tranches, et elle a comparé l'ultrastructure de ces cellules à l'ultrastructure de crustacés actuels, et ça colle. Donc elle se dit, bon, vu qu'ils sont grands, qu'ils ont une ultrastructure, c'est peut-être des œufs d'animaux parmi ces acritarches. Alors récemment, Gordon Love a trouvé des biomarqueurs à 635 millions d'années qui semblent caractéristiques d'éponges ou du groupe qui contient les éponges. Et donc peut-être de nouveau une signature animale à 635 millions d'années. En tout cas, donc, les animaux apparaissent au Précambrien, et pas seulement au Phanérozoïque, ça c'est sûr, et sont d'abord microscopiques. Avant de devenir macroscopiques, là on arrive à la faune des Diacara, où on a des corps mous macroscopiques qui sont préservés sous forme de moulage. Ces formes peuvent être liées à des cnidaires. Donc les cnidaires, c'est le groupe qui contient les coraux et d'autres organismes. Donc on a une symétrie radiaire. Certains ont une symétrie bilatérale. Alors ça c'est intéressant, parce que quand on a une symétrie bilatérale, ça veut dire qu'on a un avant, un arrière et qu'on est mobile. Il y a d'autres formes qui sont attachées, et on ne sait pas à quoi les comparer, c'est quelque chose qui a disparu. Et puis on a toujours ces acritarches qui sont très gros à cette époque-là, beaucoup plus gros qu'avant, et qui ont une morphologie beaucoup plus régulière. Et donc parmi ces acritarches, on peut avoir des œufs d'animaux, on peut avoir des algues, on peut avoir d'autres choses. Juste avant la limite avec le Phanérozoïque, on arrive aux premières traces de biominéralisation animale. Avant ça, on a des traces de biominéralisation par des protistes. On a des petites écailles silicifiées qui ont été rattachées à certaines algues et qui datent de 650 millions d'années. Il y a d'autres traces potentielles, mais enfin, je ne vais pas entrer dans les détails. Ici, on a des squelettes calcaires qu'on trouve dans des récifs microbiens en Namibie. Alors là, ce que vous voyez là, ce sont des lames transversales dans la roche. Et si on fait une découpe serrée dans la roche, on peut reconstituer en 3 dimensions l'organisme que voilà. Alors qu'est-ce que c'est c'est une symétrie radiaire, donc peut-être quelque chose de lié au cnidaire. Enfin, ça faisait un squelette calcaire. Ici, cette forme-là, on voit là une coupe transversale et une coupe longitudinale. Et on voit que le squelette est fait des espèces de cônes calcaires emboîtés qui communiquent. Alors ça ressemble de nouveau à certains cnidaires ou aussi à certains vers calcaires. Donc voilà des vers actuels qui font des squelettes comme ça. Donc ces animaux, en tout cas, vivaient en communauté avec dans des récifs microbiens. Et donc, lorsqu'on a apparition de ces animaux déjà microscopiques puis macroscopiques, on a une nouvelle escalade dans l'échelle de la diversification de la vie avec une pression de prédation qui va, puisque ces animaux peuvent brouter, manger, filtrer l'eau, enfin, exercer donc une pression de prédation qui va peut-être être un moteur de diversification qui précède le Phanérozoïque. Alors quand on passe la limite, on a une diversification de la vie animale et du plancton. Cette fois-ci, les acritarches sont tout petits, mais très réguliers, et il y a beaucoup plus d'espèces. Donc on pense que ce sont sans doute des kystes d'algues à ce moment-là. Et on a des animaux qui deviennent très familiers. Vous voyez ici un trilobite. On a peut-être un vertébré primitif déjà, 520 millions d'années. Une faune à petites coquilles et des terriers qui deviennent maintenant verticaux. On a des terriers avant ça, juste avant la limite, précambrien phanérozoïque, mais ils sont plutôt horizontaux. Donc là, on a des traces d'activité, des ichnofossiles. Je vais arrêter l'histoire de la vie au précambrien ici, puisque là, on est déjà au cambrien, avec le fameux Burgess Shale, où là, on a une explosion de la vie animale. On a parlé du Big Bang de la vie animale.
Et on a toutes sortes de formes assez bizarroïdes. Vous voyez, 5 yeux, une grosse pince, des choses assez spéciales qui apparaissent. Ça, c'est la couverture d'un livre de Stephen Jay Gould qui s'appelle Wonderful Life, qui est très, très intéressant à lire. Et d'ailleurs, Stephen Jay Gould pense qu'à ce moment-là, on a eu une diversification des plans anatomiques animaux vraiment très importante, et puis par sélection naturelle, seuls certains plans sont restés, les plans que l'on connaît, qui étaient déjà là, mais beaucoup ont été abandonnés. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on aime bien collaborer avec des biologistes et un peu mêler les informations des uns et des autres. Voilà un arbre du vivant un petit peu plus compliqué que ce que j'ai montré tout à l'heure. Mais on reconnaît bien, donc les bactéries sont ici, les eucaryotes sont là, les archées sont là. On ne sait pas bien où mettre la racine de l'arbre de la vie, donc il n'y en a pas ici, hein, elle n'est pas placée. Alors quand les biologistes nous donnent ça, donc ils nous montrent les groupes qui sont voisins, des groupes qui sont plus distants, grâce aux fossiles qu'on a bien identifiés dans des roches bien datées, avec un contexte environnemental bien compris, on peut mettre des dates sur ces arbres-là. Hein, donc on peut mettre des dates sur ici l'apparition des animaux, de certains protistes, des plantes et des algues, de certaines bactéries aussi. Et ces dates nous viennent de traces fossiles ou de fractionnements isotopiques ou de molécules fossiles, à prendre avec point d'interrogation bien sûr. Et donc lorsqu'on a ces dates-là, on les met sur l'arbre, on calibre l'arbre, et puis on peut regarder les branches qui se divisent, qui apparaissent avant, qui divergent avant. Par exemple, ici, vous avez 600 millions d'années pour les animaux. Vous voyez que les champignons divergent avant. On peut se dire, ah, tiens, peut-être que je devrais chercher des traces de champignons. Donc, on peut faire des prédictions sur ce qu'on devrait trouver sur le registre fossile. Alors, les biologistes qui sont là vous diront qu'il y a un problème. Et il y a des problèmes partout, vous voyez. Suivant l'auteur qu'on prend, l'arbre va changer. Donc, c'est pas facile de s'y retrouver lorsqu'on ne fait pas les arbres soi-même. Et donc, d'où l'intérêt de discuter justement entre disciplines. Alors, si je résume donc l'évolution en une horloge de 12 heures, en partant de maintenant, donc l'homme apparaît il y a 2 minutes, les dinosaures à 11h19, les animaux 10h25, c'est 600 millions d'années, les algues rouges à 9h, c'est 1,2 milliard. Oups, c'est un peu vite. Les eucaryotes à 7h. Donc c'est 1,5 milliard, 1,8 milliard. Des molécules fossiles, point d'interrogation, 2,7 milliards. La vie des tapis microbiens en milieu terrigène à 3,2 milliards. On a des stromatolites à déjà 3,5 milliards. Et puis la formation de la Terre, bien sûr. Donc on voit que la vie apparaît assez vite, mais a une longue histoire microscopique avant la fin de l'histoire. La fin de l'histoire jusqu'à maintenant, qui est l'histoire de la vie macroscopique dont on parle beaucoup dans les livres de géologie et de biologie. Vous voyez qu'il y a plein de choses intéressantes qui se passent avant. Alors, qu'est-ce que tout ça a à voir avec l'astrobiologie ? Bon, avant de chercher de la vie ailleurs, il faut d'abord comprendre comment elle est apparue ici et comment on peut la reconnaître ici, hein, pour savoir ce qu'on va emmener avec soi ailleurs, pour trouver des traces de vie ailleurs. Hein. Alors évidemment, c'est une vue fort... on n'a qu'un échantillon, donc on compare avec ce qu'on connaît. Donc on pense que la vie ailleurs sera basée sur du carbone, parce que la chimie du carbone, elle est universelle. On en trouve dans les nuages interstellaires, dans les météorites, un peu partout. Maintenant, évidemment, elle n'aura pas nécessairement la même forme qu'ici, ni la même évolution du tout. Et on cherche, évidemment, d'abord la vie microbienne. Alors dans le système solaire, il y a des endroits qui sont intéressants, où on peut déjà caractériser le contexte géologique. Je vous ai dit, le contexte géologique, c'est le point de départ. Donc, c'est d'abord ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait sur Mars. Autour de Mars par des orbiteurs ou sur Mars par des rovers. Il y a différentes missions en cours et futures, notamment ExoMars de l'ESA, dont Michel Viseau va peut-être vous parler, où ExoMars aura vraiment le but de chercher de la vie. Bon, il faut savoir dans quel environnement on va atterrir, hein. Quel est l'environnement qui a le plus de potentiel pour préserver des traces de vie éventuelles et quel instrument on va emmener avec soi pour chercher. Et ce genre de questions peut être répondu par les investigations qu'on fait sur la Terre. Donc, par exemple, on a ici une coupe stratigraphique sur une autre planète. Hein. On a une falaise où les rovers ont pu étudier la composition en minéraux, les structures sédimentaires et voir que on a toute une histoire géologique qui est préservée dans ces falaises, un peu le boulot qu'un géologue fait sur la Terre. Il faudra des géologues sur Mars un jour. Hein.
On regarde évidemment la géomorphologie de la planète pour essayer de comprendre son évolution. On peut aller voir ailleurs aussi, dans des milieux qui sont fort différents. Par exemple, Europe, une lune glacée de Jupiter, qui a une croûte glacée avec un océan liquide en dessous. Or, si il y avait de l'activité hydrothermale au contact minéraux eau, il y aurait peut-être possibilité de vie, mais on n'en sait rien. Mais enfin, c'est intéressant d'aller voir. En dehors du système solaire, donc dans le système solaire, il y a d'autres endroits intéressants. En dehors du système solaire, on ne saura jamais aller. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est regarder de loin. Ça, Franck Celsi vous en parlera. On a détecté plus de 400 exoplanètes maintenant, des planètes qui tournent autour de leur propre système solaire, leur propre soleil. Tout ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'essayer d'imager ces planètes. Pas facile, hein, pour l'instant, on voit que des grosses. On cherche des planètes semblables à la Terre. Et puis, on peut essayer d'analyser la composition de l'atmosphère de ces planètes pour détecter d'éventuels gaz qui seraient d'origine biologique. Pas facile, puisqu'il y a des phénomènes non biologiques qui produisent des gaz semblables à ceux que la biologie fait également. Alors, si on regarde maintenant tout ce que l'étude de la vie fossile nous apprend et la probabilité de trouver de la vie ailleurs, si ça s'est passé comme sur la Terre, bien sûr, voilà notre échelle de temps. Hein. Et donc, on passe d'une chimie prébiotique à la vie, peut-être déjà à l'AD1, on n'en sait rien, donc il y a des points d'interrogation à chaque origine, évidemment. On a une diversification de prokaryotes à l'archéen, ça c'est sûr, on a toute une série de traces de vie isotopique, fossile ou biosédimentaire. Puis ensuite, on passe à une diversification de protistes, donc de caryotes unicellulaires, peut-être 2,7 milliards, mais ce sont les biomarqueurs très controversés. En tout cas, 1,9 milliard, c'est sûr. Et après, bien sûr. Des formes multicellulaires qui vivent d'abord dans l'eau, donc des algues multicellulaires à 1,2 milliard. La vie sort de l'eau et conquiert je ne sais plus, la surface des continents à l'Ordovicien, ou si on compte les tapis de cyanobactéries et de bactéries comme première étape de colonisation, là ça se passe avant bien sûr, mais si on parle vraiment de plantes, de mousse, de choses comme ça, on se trouve ici à l'Ordovicien. Et puis l'intelligence, c'est quelque chose qui vient d'apparaître. Et l'intelligence, en plus technologiquement avancée, il y a 1 millième de seconde. Alors, si on regarde comment détecter ce type de vie, tout d'abord, la forme de vie le plus probable qu'on pourrait trouver ailleurs, s'il y a de la vie, bien sûr, ce sont les premières formes de vie, donc la vie microbienne, c'est ça qu'on cherche. Pour montrer qu'on a vraiment de la vie, vous voyez que sur la Terre, c'est déjà pas facile. Alors, si on va ailleurs, sur Mars par exemple, il faut vraiment y aller in situ, y aller là, prendre des échantillons, les étudier en détail et en ramener, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas miniaturiser et envoyer par des robots, comme par exemple un microscope électronique à transmission, c'est un peu difficile. Donc il faut vraiment ramener des échantillons, beaucoup, et il faut que des géologues aillent sur le terrain là-bas pour regarder quel type de roches serait les plus propices, quel environnement. Et biologistes aussi, bien sûr. Donc ça, c'est pas facile. Alors, pour des formes de vie plus complexes qui libèrent éventuellement de l'oxygène qui se transforme en ozone et qu'on pourrait détecter dans l'atmosphère. D'abord, on n'est pas dit du tout que ça va évoluer dans ce sens-là ailleurs. Et en plus, pour détecter ça, on peut regarder dans une zone un peu plus grande autour en dehors de notre système solaire, par remote sensing, on regarde l'atmosphère d'exoplanètes, mais c'est déjà moins probable. Et puis, pour la forme de vie la moins improbable, donc non seulement pas intelligente, mais en plus technologiquement avancée, il y a un organisme qui s'appelle SETI qui écoute l'univers. Mais c'est vraiment et qui peut faire ça sur une plus grande zone autour de nous. Malheureusement, c'est la forme de vie vraiment la moins probable quand on voit le temps qu'il a fallu pour arriver à ça. Sans dire que ça, c'est plus évolué que ça. Hein. Il n'y a pas d'échelle de valeur. Tout ce qui existe maintenant est aussi évolué. C'est simplement une histoire chronologique du temps de la vie ici. Et donc, finalement, la forme de vie la moins probable, c'est ce qu'on peut chercher dans une plus grande zone de l'univers, malheureusement. Merci.